tous les musulmans, musulmanes, qu'il y a un islamisme radical, terrorisme, l'islam, wahhabisme, salafisme, frères musulmans, séparatisme, l'islam politique, radical, l'islam. Nous sommes le 5 octobre. A assisté au cours le 5 octobre dernier. Et donne le choix à ses élèves. Si certains pensent être choqués, dit-il, ils peuvent quitter la classe. Un petit groupe sort. Elle a dit, si vous, les enfants musulmans, si vous préférez sortir ou bien détourner les yeux, et s'il y en a qui peuvent être choqués, je vous prie de sortir de la classe. Voilà les 2 dessins qu'il a présentés aux élèves. Et une autre, datant de 2012. Dont une le représente nu. D'un dessin représentant le prophète nu accroupi, légendé, Mahomet, une étoile est née. Mon prof, il a dit les musulmans lever la main. Il a dit, là je vais montrer une image, vous allez être peut-être choqués, donc si vous voulez, vous pouvez sortir du cours. C'était le prophète Mohamed, sans vêtements. Et le 7 octobre au soir, le père de l'une des élèves publiait sur son compte Facebook un récit des faits et un appel à la mobilisation contre l'enseignant en vue de son exclusion. Il mentionnait aussi son propre numéro de téléphone. Il exhortait ses lecteurs à écrire au collectif contre l'islamophobie en France, à l'inspection académique, au ministre de l'Éducation nationale ou au président de la République. Le père de l'élève, accompagné d'un second individu, se présentait au collège du Bois d'Aulne où ils étaient reçus par la principale de l'établissement. Monsieur Jean-François Ricard présente la démarche de rencontre et de discussion avec l'institution compétente comme un élément problématique. Pourtant, ce recours au processus légal et normal représente l'exact opposé de la violence et du terrorisme. D'ailleurs, le rapport de l'Éducation nationale, publié le 3 décembre, rappelle lui-même à la page 20 que c'est l'Éducation nationale elle-même qui avait facilité cette démarche d'accompagnement aux parents qui éprouvent le besoin d'être accompagnés et assistés par une personne de leur choix au moment de leur démarche envers l'Éducation nationale. Dans les faits, Abdelhakim Sefrioui s'est présenté de manière transparente en sa qualité de membre du bureau d'une association nommée Conseil des imams de France. Et c'est ainsi qu'il a été reçu en connaissance de cause par l'administration du collège. Et d'une réinterprétation des faits. Or on sait depuis que la jeune fille a menti. L'enquête a donc démontré que la polémique enclenchée par M. Brahim C. reposait sur des faits factuellement inexacts. Qu'elle n'a jamais assisté au cours. Or on le sait, aujourd'hui cette élève était absente. La jeune fille est aujourd'hui poursuivie pour dénonciation calomnieuse. C'est au tour de Samuel Paty de porter plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Mon fils m'a dit que c'était pas juste pour les préserver, c'était par pure gentillesse. Il avait ce professeur, il a fait partie aussi du cours où il a demandé où s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Ça part de là, où il demande aux enfants musulmans de lever la main et de sortir de classe. Il y a une petite fille qui était restée, qui a choisi de pas sortir, quoi. Qui avait montré une caricature du prophète de l'islam. Il a tout simplement dit aux enfants musulmans, sortez, j'ai pas envie que ça vous fasse mal au cœur. Cet élève, délégué de sa classe, a assisté au cours le 5 octobre dernier. Et il nous a montré quelques caricatures. Il a dit, si vous, les enfants musulmans, si vous préférez sortir ou bien détourner les yeux, et s'il y en a qui peuvent être choqués, je vous prie de sortir de la classe. On a un peu rigolé, enfin, on s'attendait pas forcément à ça. Ensuite, il a fait re-rentrer les enfants de la classe, et voilà, il nous avait dit, vous dites rien, juste par respect pour eux, faut pas décrire ce qu'il y avait dessus. Il a proposé aux élèves de sortir, eux ils ont décidé de ne pas sortir. Il a quand même une bienveillance, il a dit, je vous conseille en tout cas de sortir, je vous propose de sortir car ça peut vous choquer, vous marquer. Mais ce n'est pas tout. Une note du renseignement territorial des Yvelines fait état de la présence durant le cours d'une adulte accompagnante d'un élève en situation de handicap. Celle-ci a confirmé que le professeur avait demandé s'il y avait des élèves musulmans et qu'il leur a proposé de sortir de la classe. Il semblerait que la divulgation de cette note ait été jugée hautement problématique par le ministère de l'Intérieur. Convocation est déjà une menace en soi. Chaque fois qu'un journaliste est convoqué, c'est toujours dans des affaires qui gênent le pouvoir actuel. La lecture du rapport de l'Inspection générale de l'Éducation nationale publié le 3 décembre est tout à fait éclairante. Intitulé « Enquête sur les événements survenus au collège du Bois d'Aulne avant l'attentat du 16 octobre 2020 », ce rapport reprend et confirme à la page 4 le témoignage de l'accompagnante de l'élève en situation de handicap. De même, à la page 12, le rapport fait état de la note de conclusion du référent laïcité qui est intervenu au sein de l'établissement suite au cours du professeur Paty. Cette note fait bien explicitement état d'un manquement à la laïcité et à la neutralité de la part du professeur, ainsi que d'une erreur, même involontaire. Ce point est réexposé à la page 17, où la démarche du référent laïcité est expliquée comme ayant consisté à permettre à Samuel Paty de réfléchir sur la façon dont il avait conduit son cours et la maladresse qu'il avait pu commettre en proposant aux élèves musulmans de quitter la salle s'ils craignaient d'être choqués. Ultimement, à la page 9, cette version des événements est confirmée par la mention du fait que la principale de l'établissement, lors de son report de l'incident dans l'application dédiée de l'Éducation nationale, fait bien mention du fait que le professeur a choqué des élèves musulmans en leur proposant de sortir de cours s'ils pensaient pouvoir être offensés par une caricature. Enfin, il n'est pas anodin qu'à la fin de ce rapport, à la page 21, dans la partie consacrée aux préconisations pour l'avenir, celui-ci insiste grandement sur le fait que tous les moyens soient déployés pour s'assurer de la compréhension de la laïcité et de ses implications dans le quotidien d'une école ou d'un établissement scolaire. Dans cette lignée, le rapport insiste pour une meilleure formation des enseignants, notamment en ce qui concerne les notions de laïcité, de liberté d'expression et d'esprit critique. Le rapport insiste également sur la nécessité de mieux encadrer l'enseignement de ces notions et ses supports pédagogiques.
Le journal Le Monde révèle ce matin les échanges de courriers entre le professeur assassiné, ses collègues et sa hiérarchie. Notre collègue a desservi la cause de la liberté d'expression, écrit l'un d'eux. Se désolidarisent et ils estiment dans des messages que Samuel Paty, par son attitude en classe, faisant ça, il a fait une discrimination entre les élèves musulmans et ceux qui ne le sont pas. J'écris aujourd'hui ce message car j'éprouve le besoin de dire que je ne soutiens pas notre collègue. Je refuse de me rendre complice par mon silence d'une situation dans laquelle je me retrouve plongé malgré moi. Non seulement notre collègue a desservi la cause de la liberté d'expression, il a donné des arguments à des islamistes et il a travaillé contre la laïcité en lui donnant l'aspect de l'intolérance. Mais il a aussi commis un acte de discrimination. On ne met pas des élèves dehors, quelle que soit la manière, parce qu'ils pratiquent telle ou telle religion, ou parce qu'ils ont telle ou telle origine, réelle ou supposée. Mon éthique m'interdit de me rendre complice de ce genre de choses. Le lendemain, Samuel Paty adresse un long mail à ses collègues. Pour s'expliquer, assume d'avoir montré une caricature trash, dit-il, et avoir proposé aux élèves qui auraient pu être choqués de ne pas la regarder ou de sortir. Nous étions partis avec Ibrahim le faire voir l'administration du collège. On a exprimé notre désaccord et notre, stupéfaction de savoir que l'administration pouvait savoir ça et le tolérer. D'ailleurs, des enfants de 12-13 ans, des musulmans, sont choqués, sont agressés, sont humiliés devant leurs camarades parce que c'est ce qu'ils nous ont dit, ceux avec qui on a parlé, et ça ne pose aucun problème. Ils affligent à ces enfants de 13 ans, une violence psychologique très dommageable. Il faut absolument qu'on reste très vigilant et mobilisé pour pouvoir agir rapidement contre ces violations de droits de l'enfance aussi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On exige la suspension immédiate de ce voyou. Un enseignant, c'est autre chose, et c'est une fonction qui a beaucoup de noblesse. D'ailleurs, c'est le cas d'une bonne partie des enseignants qui respectent leur travail, qui respectent la finalité de leur travail. On est parti de là-bas avec la ferme intention de mobiliser pour une action devant l'établissement et devant l'inspection académique. Mais dans l'après-midi, l'inspection académique a contacté le parent d'élève et lui a exprimé, aussi son étonnement de savoir que ça s'est passé comme ça. Abdelhakim S. indiquait n'avoir envisagé qu'une réaction citoyenne et une sanction administrative contre M. Paty, dont il estimait le comportement consistant à distinguer les élèves musulmans comme étant grave. Il réfutait toute responsabilité dans le passage à l'acte d'Abdullah Kanzorov. Je pense que certaines sont insultantes. C'est toutes les caricatures pornographiques. Je comprends que certains se sentent insultés par cela, y compris des musulmans qui ne sont absolument pas ni intégristes, ni radicaux. Si j'étais prof, je ne pense pas que j'utiliserais Charlie Hebdo. Mais il faut aussi qu'on ait le droit de dire, quand les caricatures paraissent obscènes et grossières, qu'on les trouve obscènes et grossières. Ça s'appelle le jeu de la liberté d'expression élargi. Tout le monde a le droit à la liberté d'expression. Mais on n'est pas obligé de montrer pour autant des caricatures qui sont à la limite de la pornographie et qui sont quand même ignobles. Il faut dire les choses. Et Dieu sait que je suis pas un collabo du terrorisme islamiste, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'insulter les gens pour défendre la liberté d'expression. Donc que Charlie publie ce qu'il veut, évidemment. On n'est pas obligé pour autant de faire la même chose que Charlie dans toutes les classes de 4e. C'est absurde. Samuel Paty est décrit comme un professeur qui était passionné et profondément impliqué. Exposer les éléments qui précèdent ne vise en aucune façon à l'accabler. Il s'agit simplement de rétablir le fait que, contrairement à ce qui a été dépeint par les médias et par le procureur du parquet national antiterroriste, M. Jean-François Ricard, la démarche d'Abdelhakim Sefrioui, qui consistait à commenter dans sa vidéo la polémique déjà en cours, prenait bien appui sur des faits palpables et légitimement critiquables. Pour ceci, Abdelhakim Sefrioui n'a fait que demander une sanction disciplinaire en laissant aux institutions compétentes seules le soin de prendre les mesures adéquates. C'est d'ailleurs pourquoi, dans son propos, l'éventualité d'un rassemblement légal et déclaré en préfecture était annulée par l'annonce de la prise en main du dossier par l'Académie. Ainsi, la douleur pour Samuel Paty et sa famille, le rejet absolu de la violence et de la barbarie qu'il a subi, ne doivent pas faire obstacle à la réflexion. Ceci, afin qu'une accusation ne soit pas prononcée trop rapidement, contre une personne dont les actes et les intentions sont complètement étrangers à ce crime. Avant de passer à l'acte, il a même eu le temps de revendiquer son geste sur Twitter. Tchétchène 270 publie la photo d'une tête décapitée. Calme tes semblables avant qu'on ne vous inflige. Immédiatement après les faits, un message de revendication avait été posté sur un compte Twitter nommé Al-Ansar Tchétchène 270. Le tueur et propriétaire du compte s'appelle Abdullah Kanzorov. Sauf que sur les réseaux sociaux, depuis le printemps dernier, Abdullah Kanzorov tweet. Il avait changé au cours des 6 derniers mois. On sait qu'il va se mettre sur Twitter, y exprimer une forme de radicalisation. Et publie notamment des images de fausses décapitations. Il fait alors l'objet d'un signalement à la plateforme Pharos. Était en contact via la messagerie Instagram avec un mystérieux correspondant basé à Idlib, en Syrie. À Idlib, l'un des derniers bastions de l'État islamique en Syrie, un mystérieux interlocuteur reçoit le dernier message connu d'Abdullah Kanzorov. Malgré plusieurs signalements à la plateforme Pharos de la police judiciaire, le jeune Tchétchène n'avait pas été jugé dangereux par les services de sécurité. Et il y a un dernier tweet du 10 octobre, 6 jours avant l'assassinat, où il y a un signalement Pharos. Il y a probablement un défaut dans l'analyse. Et ça, c'est très problématique. Cette information existe, circule, et à un moment donné, l'analyse humaine est défaillante. Quelques jours avant l'attentat, un autre compte Twitter d'Abdullah Kanzorov a à nouveau été signalé. J'ai aussi pu consulter son compte Twitter. Il a cherché d'autres adresses, d'autres personnes. Ça, c'est important. Dès début octobre. Volonté
fanatique d'agir. On voit qu'il y a des signalements qui permettent de combattre au quotidien un certain nombre de faits tout à fait plaisants, des injures, manifestations tout à fait insupportables, comme par exemple la vocation de la décapitation de tel ou tel professeur ou de toutes choses qu'on voit circuler. La vocation de la décapitation de tel ou tel professeur ou... La plateforme Pharos sera renforcée sans délai en termes d'effectifs. Abdullah Kanzorov, 18 ans. Nous sommes le 9 octobre et les deux trajectoires viennent d'entrer en collision. Un arsenal qu'il avait minutieusement préparé. Je peux acheter un couteau pour mon grand-père, pour cadeau, comme les souvenirs. Après, tous les trois entraient et achetaient un couteau. Le second l'aurait accompagné pour acheter ses armes. Abdullah Kanzorov prend donc la direction de l'établissement où enseignait Samuel Paty. Abdullah Kanzorov quitte son domicile d'Évreux pour rejoindre Conflans-Sainte-Honorine. Sauf qu'il ne le connaît pas et ne peut pas, seul, l'identifier. Il demande alors de l'aide aux élèves qui sortent du collège. Un mineur de 14 ans qui a donc pris cet argent et qui a accepté de désigner son professeur. Vendredi soir, vers 17h, ici, dans cette rue, un homme s'en prend à lui et l'attaque. Abdullah Kanzorov se lance à sa poursuite, le décapite et publie la photo de son acte sur Twitter. La brigade anticriminalité de Conflans arrive sur place et abat le terroriste. Son rôle est au cœur de l'enquête. C'est le prédicateur islamiste, le militant islamiste radical. Abdelhakim Sefrioui, 61 ans. Il est fiché S pour radicalisation dans les radars des services de renseignement. Radicalisé, prédicateur, fiché S, suivi par le renseignement. Il convient de souligner qu'Abdelhakim S s'inscrit dans la mouvance islamiste radicale depuis son arrivée en 1982. Il est aujourd'hui clair que le professeur a été nommément désigné comme une cible sur les réseaux sociaux par les deux hommes. L'affaire remonte jusqu'au service de renseignement. Il y a des menaces directes, qui sont des menaces d'actes de violence, qui peuvent être proférées, et ça tombe sous le coup de la loi. Ça permet évidemment aux forces de l'ordre d'intervenir en déférençant la vidéo, en interpellant, plaçant en garde à vue l'auteur de ces vidéos. Quelques jours avant l'attaque de Conflans-Sainte-Honorine, le nom d'Abdelhakim Sefrioui est cité dans une note rédigée par les services de renseignement. Le rapport de l'Éducation nationale met bien en lumière que la polémique au sujet du cours de Samuel Paty existait bien en amont de la vidéo d'Abdelhakim Sefrioui, et ce, au travers de certains élèves, de certains parents d'élèves, et même de certains collègues du professeur. Factuellement, et comme exposé par le rapport, le père de la collégienne avait déjà entrepris plusieurs démarches et avait déjà communiqué abondamment sur la polémique. Abdelhakim Sefrioui n'a donc fait que commenter de façon tout à fait légale cette polémique déjà en cours dans sa vidéo qu'il a publiée le 11 octobre vers 23h50. De plus, comme le met en évidence le rapport à la page 15, la publication de cette vidéo coïncide avec un apaisement de la situation. Ceci est parfaitement cohérent, tant les propos qui y étaient tenus étaient parfaitement clairs et contribuaient à orienter la situation dans le sens du recours à la loi et aux institutions compétentes. De plus, à la même page, le rapport souligne que la vidéo d'Abdelhakim Sefrioui a été analysée par le renseignement territorial et que celui-ci a rassuré le rectorat en insistant sur le fait que l'individu ne représente pas une menace. Il convient enfin de préciser que la fin du rapport insiste sur le caractère proprement impensable et inimaginable de l'issue des événements. L'homme n'est donc pas inquiété. Il n'était pas porteur de menaces directes. Vous vous doutez bien que si ça avait été le cas, les services de renseignement auraient judiciarisé son cas et l'auraient immédiatement interpellé. Les services de renseignement ont donc analysé la démarche d'Abdelhakim Sefrioui en temps réel. Ils ont jugé, en toute logique, qu'en rien celle-ci ne contrevenait à la loi. Et pourtant... ils ont manifestement lancé une fatwa. Ils ont lancé une fatwa contre ce professeur. Manifestement. Dès demain, au Conseil des ministres, nous aurons à dissoudre le groupement de faits Cheikh Yassine, directement impliqué dans l'attentat. De non, eux, n'en ont même plus. De telles paroles ne représentent-elles pas une mise en danger de la vie de personnes présumées innocentes? Quelle justice équitable et impartiale est possible après de tels propos tenus au plus haut sommet de l'État?
est mis en examen pour complicité d'assassinat terroriste et placé en détention provisoire. Tout comme Abdelhakim Sefrioui, le militant islamiste fiché S, qui avait accompagné le père de famille pour faire pression sur les responsables pédagogiques de l'école de Conflans-Sainte-Honorine. Abdelhakim Sefrioui apparaît donc comme le bouc émissaire idéal d'une affaire où le terroriste, abattu, ne peut plus répondre de ses actes. Insister sur la figure d'Abdelhakim Sefrioui permet donc de détourner l'attention de la question épineuse de la menace d'Abdullah Hamzourov, qui malgré de multiples signalements et une volonté très claire et affichée sur les réseaux sociaux depuis fin septembre de commettre un crime, n'a pas été inquiété par les autorités. De même, la figure de militant musulman d'Abdelhakim Sefrioui permet au gouvernement de faire la promotion de son projet de loi sur le séparatisme, lequel est profondément stigmatisant et ne peut que conduire à de graves dérives, comme le sous-entendait clairement Abdelhakim Sefrioui dans sa vidéo, dans laquelle il exprimait de façon tout à fait légale son opinion. Mais la liberté d'expression semble, une fois encore, opérer dans une direction unique, dans un contexte inquiétant de restriction des libertés pour l'ensemble des citoyens français. Tous les musulmanes, qu'il y a un islamisme radical, terrorisme radical, l'islam. Et je défendrai toujours dans mon pays la liberté de dire, d'écrire, de penser, de dessiner. Ces libertés, ces droits de l'homme qui ont été pensés, voulus créer en France, je considère que c'est notre vocation de les protéger. Là où l'abject a encore eu lieu, nous avons assisté cette semaine tout simplement à la réponse à cet appel de Monsieur le Président de la République à haïr les musulmans, à combattre les musulmans, à stigmatiser les musulmans. Dès demain, au Conseil des ministres, nous aurons à dissoudre le groupement de faits Cheikh Yassine, directement impliqué dans l'attentat. De nom, eux n'en ont même plus.